Ce que je préfère, c'est quand tu as réalisé un semis et que là, ça part bien, ça part tout seul, mais ça n'arrive pas à tous les coups. Ça m'arrive encore de pas forcément réussir. Il y a des tas de choses qu'on a du mal à appréhender. Mais ça, c'est peut-être ce qui est le plus passionnant dans le métier, c'est que c'est pas une science exacte, quoi. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et confier la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Quand on écoute Christophe Lécuyer parler de sa vie d'agriculteur bio dans le Perche, on réalise à quel point son métier est un savant mélange de goût du défi et d'humilité. Christophe nous parle ici de la transition de l'agriculture conventionnelle au bio qu'il a opérée, et plus largement de ce métier qu'il aime et qu'il cherche à faire mieux connaître à travers son podcast Champs Libres. Je vous emmène à la Févrole, à Bretoncelle, où Christophe m'a reçu un jour d'orage de fin d'été et à qui j'ai demandé de me dire ce qu'était cet endroit. C'est une ferme avant tout, hein. Donc activité agricole, production de céréales et de fourrage en bio depuis 1996. Et donc on a une époque où on a, avec Valérie, ma femme, on a fait de la vente à la ferme de nos productions et d'autres productions locales en bio. Et c'est vrai qu'au début des années 2000, ça marchait bien. Il y avait vraiment une recherche de produits bio sur le territoire. Ça, c'est ce que c'était avant. On est passé par la production de jus de pomme, le grand classique, de pommes de terre, d'huile aussi, huile de colza, huile de tournesol. Bon, c'est des activités que j'ai arrêtées parce que peut-être trop de travail ou peut-être que j'ai pas réussi à déléguer ces tâches et voilà, ça devenait un petit peu compliqué pour moi et donc j'ai préféré arrêter cette activité. Mais je continue de cultiver la ferme, sachant que j'ai aussi donc la ferme familiale se situe à 25 km d'ici, à Digny. Donc là où mes parents étaient et moi je me suis installé ici, c'était aussi une reprise familiale. Tu as grandi dans ce milieu en fait, tu n'es pas tombé par hasard dedans toi. Oui, non, c'était depuis plusieurs générations d'agriculteurs. Alors je sais pas si c'est Percheron, Digny, en tout cas moi j'ai bien adopté Bretoncelle et son dynamisme et ses paysages aussi. J'ai un salarié qui s'appelle Bruno, qui travaille depuis pas mal d'années, depuis plus de 20 ans avec moi. Et c'est vrai que c'est précieux pour moi d'avoir quelqu'un sur qui je peux compter. Et puis des saisonniers aussi, période estivale. Un saisonnier maintenant. Ouais. Okay. Mes produits sont des produits bruts essentiellement, donc c'est vendu dans une filière bio par l'intermédiaire d'une coopérative, donc qui va revendre soit un meunier, soit un fabricant d'aliments du bétail. Donc les cultures, c'est des céréales, du blé, de l'orge, de la luzerne, de la févrole, du tournesol et du colza aussi, je fais toujours. La caractéristique, c'est qu'il y a
pas d'animaux. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a des périodes où c'est un peu tendu, il faut être un peu partout. Et puis il y a des périodes où c'est vraiment plus calme quand on arrive en ce qu'on appelle la mauvaise saison, à savoir l'hiver, c'est pluvieux, il fait froid. Donc c'est vrai qu'on travaille pas le sol. Et la particularité du bio, c'est qu'il n'y a pas d'intervention. Enfin, une des particularités du bio, il n'y a pas d'intervention autre que mécanique. Donc mauvaise saison, c'est effectivement plus calme, mais il y a un gros travail d'observation, d'anticipation. Et c'est passionnant. J'aimerais que tu me racontes le passage au bio, comment ça s'est fait, à la fois dans ta tête et dans les faits. C'est d'abord une volonté personnelle et partagée avec Valérie, de pratiquer le métier différemment. C'était avant tout, pour moi, au démarrage, c'était un défi technique. Ah oui. Voilà, moi j'avais toujours appris, j'ai une formation agricole, j'avais appris à pratiquer l'agriculture, à savoir cultiver avec toute la batterie de produits chimiques, engrais, etc. Et le fait de s'en passer, ce qui est le minima du cahier des charges bio, ça a généré chez moi beaucoup d'interrogations. Et je dirais pas une passion, mais oui, il y avait un petit défi quand même technique pour y arriver. Après, comment ça a été vécu, comment je l'ai vécu de l'extérieur, oui, j'ai pas eu trop de soucis, sauf peut-être une certaine incompréhension, au moins au démarrage, puisque le bio n'était pas connu à l'époque. Mais pour moi, c'était le bon moment, quoi. Il y a eu oui, des facteurs de déclenchement, certainement le ras-le-bol d'utiliser des produits qui, a priori, dans ma formation, n'étaient pas nocifs, puisqu'à l'époque, on n'était pas du tout informé en tant qu'utilisateur, agriculteur, on était très mal informé sur la nocivité possible de ces produits. Et puis les engrais aussi, qui sont moins nocifs a priori pour la santé humaine, mais qui génèrent quand même pas mal à mon avis, de distorsions dans le sol, de perturbations, et qui en fait mènent qui peuvent mener à un appauvrissement des sols, lessivage, etc., acidification. Enfin bon, tout ça c'est des éléments techniques, mais au démarrage, il y avait envie de faire quelque chose de nouveau et peut-être de différent par rapport à ce que j'avais appris, par rapport à ce qu'avait fait mon père. Il l'a pas compris tout de suite, mais il m'a laissé faire. Et tu as appris à faire du bio? Comment ça se passe en fait? Tu t'es formé ou tu as appris en marchant? C'est ça. Appris en marchant, grâce à des rencontres et des visites dans des fermes qui pratiquaient déjà. Un petit peu de littérature aussi, bien sûr. Une association qui existe toujours, qui s'appelle Agrico, Association agroécologique de l'Orne, qui donc est toujours menée par Joseph Pousset, donc qui lui diffuse des méthodes naturelles de production agricole. Et voilà, toutes ces rencontres ont fait que je me suis dit, allez, faut y aller, quoi. Okay. Faut y aller. J'avais pas peur, ni du qu'en dira-t-on, parce que c'est vrai que autour de moi les gens comprenaient pas, quoi. C'est fou. Oui, j'ai même entendu, mais tu vas bousiller ta ferme, quoi. Waouh. Ouais, il faut être convaincu du coup. Puis ça a amené plein d'éléments. J'ai commencé à planter des arbres, tout simplement des haies champêtres. Et là aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir, même si c'est quelque part un peu de travail d'entretien, mais ça ramène, je suis persuadé de ça, ça ramène de la valeur à la terre, le bois. Donc ça, c'était la première chose. Et puis en 2011 et 2013, j'ai planté deux parcelles en agroforesterie, à savoir mettre les arbres à l'intérieur de la parcelle. D'accord. Donc ça, c'était aussi un petit challenge technique et en même temps intergénérationnel, puisque
Les arbres que j'ai plantés, c'est pas moi qui les récolterai, évidemment. Mais ça met de la valeur au territoire et au terrain. Ouais. Ça ramène au paysage aussi. Ça ramène de la biodiversité parce qu'il y a toujours au sein de la parcelle une bande enherbée qui n'est pas entretenue, ni tondue, ni travaillée. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta pratique, en fait? Est-ce que c'était vraiment deux métiers très différents? Est-ce que le geste est différent? Les préoccupations? C'est pas les gestes qui sont différents, c'est la façon j'y reviens toujours au même mot, de cultiver. Et je pense que pour les productions animales, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a pas ou peu de solutions de secours, entre guillemets. Donc tout est dans la prévention. Voilà. Souvent en grande culture, on dit oui, le principal problème, c'est les mauvaises herbes, entre guillemets, les adventices. Et donc il y a des moyens qui n'étaient pas divulgués à l'époque, mais maintenant qui commencent à être un petit peu plus en vue par les méthodes conventionnelles, à savoir la rotation des cultures, la réintroduction de légumineuses, le travail du sol mécanique, des choses comme ça, quoi. Tu disais que toi, tout ça, tu l'avais pas appris dans ta formation. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Est-ce que les formations agricoles parlent de la nocivité, par exemple, des produits chimiques? Oui, on est informé. Par exemple, les agriculteurs passent ce qu'on appelle un certifito depuis maintenant une quinzaine d'années, je pense. Et le certifito, c'est le petit permis qui permet d'utiliser ces produits. Voilà, et au cours duquel, moi je l'ai passé, au cours duquel on apprend évidemment la nocivité des produits au minimum pour l'utilisateur, quoi. Ouais, donc ça a quand même changé en 30 ans, quoi. Oui. Ouais. On peut plus faire comme si on savait pas, quoi. C'est ça. On ne peut plus faire comme on savait pas. Et puis faut pas non plus les agriculteurs qui utilisent des produits dits phytosanitaires ou pesticides le font pas forcément de gaieté de cœur, quoi. C'est parce qu'ils sont dans un système où à partir du moment où on met de l'engrais, il faut protéger les plantes, etc. Tu disais que vous vendiez à la ferme à un moment. Ça c'est le passé, hein. Ouais. C'est le passé, donc oui, on a arrêté. Entre-temps, il y a donc Emmanuel Godino et Sarah Gilles Soul qui se sont installés, enfin plutôt Emmanuel qui s'est installé juste derrière, donc une parcelle qu'il m'a rachetée, sur laquelle il a construit un hangar et donc qui produit des légumes bio. Donc ça a évolué, c'est une forme de satisfaction personnelle, évidemment. Ça fait suite aussi à la réflexion, l'accès du foncier, etc. Qui est un vrai sujet. C'est vraiment le cœur le nerf de la guerre, quoi. Ouais. L'accès au foncier, oui, on veut pas le lâcher, mais voilà, c'est un vaste sujet. Ouais. Et qu'est-ce qui est compliqué, de trouver des repreneurs ou de projeter sur la suite? De se projeter sur la suite, hein, et de trouver évidemment un ou des repreneurs ou repreneuses, ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier que tu as fait évoluer, toi? Tu as fait évoluer ton métier, c'est pas juste que tu l'as vu évoluer, c'est que tu as... Je l'ai fait évoluer, disons que moi, personnellement, j'ai évolué, mais j'ai pas eu une forte incidence sur beaucoup de gens autour de moi. Peut-être un petit peu, mais... Ne serait-ce que par ton podcast, quand même. Alors ça, c'est autre chose. Effectivement, c'est pas ton Mon métier podcast directement. S'adresse plus je dirais... à des gens non initiés du milieu agricole, pas trop à des agriculteurs, mais c'est sûr. Mais je suis content quand j'en entends parler par des agriculteurs. Ah tiens. Donc qu'est-ce que tu préfères, toi, alors, dans ton métier?
Ouais, ça c'est une colle, mais il y a plein de choses que j'aime. Et puis parfois il y a des ras-le-bol aussi. Hein. Je suis pas, comme je disais, je suis passionné, mais il y a parfois des ras-le-bol ou des tâches répétitives. Et c'est vrai que c'est fort mécanisé, donc c'est pas toujours super intéressant de passer des heures sur une machine, sur un tracteur, etc. Ce que je préfère, c'est quand tu as réalisé un semis et que là, ça part bien, ça part tout seul, mais ça n'arrive pas à tous les coups. Ça m'arrive encore de pas forcément réussir. Il y a des tas de choses qu'on a du mal à appréhender. Mais ça, c'est peut-être ce qui est le plus passionnant dans le métier, c'est que c'est pas une science exacte, quoi. Oui, il y a une part d'imprévisible, quoi. Il y a toujours une part d'imprévisible, même si la mécanique nous aide beaucoup, quoi. Ouais. Mais il faut savoir, ça c'est avec la sagesse ou avec les années de recul, il faut savoir l'utiliser avec parcimonie, parce que c'est beaucoup d'énergie, toute cette mécanique. Et puis le sol a besoin d'être, il faut essayer de le préserver, donc faire le moins de passages possible, ça c'est plutôt une nouvelle motivation. Tu as toujours su que tu serais toi-même agriculteur ? Oui et non. Enfin, je vais faire une réponse de Normand, mais c'était à une phase de ma vie, oui, je pensais être agriculteur que j'étais gamin, et après quand j'étais ado, non, je m'éloignais au contraire du milieu agricole. Et un événement familial fâcheux, à savoir la perte de mon frère, m'a précipité dans ce milieu. C'était douloureux évidemment pour tous, mais voilà, je me suis construit à partir de ça. Alors, on entend dire que depuis le Covid, les gens se désintéressent du bio, que les consommateurs, là je parle, que c'est trop cher, etc. Alors, toi, tu n'es pas sur cette partie-là de la chaîne de production, mais est-ce que tu le ressens comme ça ? Je suis très concerné, évidemment, évidemment, puisque le prix de mes productions est à la baisse. Ouais. Donc ça, c'est quand même une sacrée calotte derrière la tête, puisque depuis des années, on avait toujours eu des prix fermes, comme on dit, voire à la hausse. Donc c'est quand même une sacrée déconvenue, le fait de toujours d'être engagé dans un mode de production qui soit valorisant pour le territoire, pour l'environnement, et qui crée des emplois. Le bio crée des emplois, c'est plus de boulot, et de se retrouver avec des prix qui chutent. Donc là, il faut quand même se dire, tiens bon, quoi. Trouver les solutions pour tenir. Et, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, je pense que tous les producteurs sont d'accord pour dire, la meilleure façon de tenir, c'est d'être le plus indépendant, le plus autonome possible dans ces modes de production. Ouais. Et peut-être aussi de valorisation, quoi. Mais oui, c'est là il y a une vague un peu nauséabonde dans le milieu bio. Je pense que les producteurs majoritairement tiennent. Voilà, ils sont conscients et de la valeur de leur travail, mais mal valorisés. Ouais. Un petit peu décriés parfois, mal accompagnés par les pouvoirs publics. Bon, même s'il y a eu, on a entendu au niveau national une aide de 60 millions d'euros pour le bio, mais c'est un petit peu, en fait, c'est pas du tout ciblé, quoi. C'est une aide à la trésorerie et ça va pas résoudre le fond du sujet, quoi. Le fond du sujet. Et le fond du sujet, il est un petit peu vague, parce que ça vient surtout d'un moindre engouement de la part des consommateurs. Ouais. Et c'est ça qui est difficile pour nous à la fois à comprendre et accepter, quoi.
Je comprends. Bon sang, on fait les meilleurs produits qui existent. Pourquoi vous les achetez pas? Alors effectivement, il y a des problèmes de pouvoir d'achat et il y a beaucoup de gens qui sont impactés. Ça c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi des nouvelles concurrences de cahiers des charges qui se dirait similaire, zéro résidu de pesticides. Et en fait, il y a une confusion. On entretient, la confusion est entretenue sur le bio, et le bio communique pas très bien à ce niveau-là. Enfin, quand je dis le bio, c'est les instances. Oui, je comprends. Ouais. Donc, tu veux dire qu'il y a des productions qui ne sont pas bio, mais qui pourraient se faire passer pour bio, c'est ça qui crée la confusion chez le consommateur. Quand on connaît pas bien, oui, les produits alimentaires, effectivement, une tomate zéro résidu de pesticides. Oui, ça ressemble à du bio. À la limite, c'est quasiment pareil que si elle avait pas reçu de pesticides du tout. Or, c'est faux. C'est faux, puisqu'il y a, à partir du moment où les fruits sont formés, là, il y a plus de pesticides. Mais avant les fruits, c'est-à-dire tout le processus de pousse de la plante, là, c'est pas interdit, quoi. Ouais. Alors, justement, pourquoi faut-il acheter du bio? Tu dis que ce sont les meilleurs produits. En quoi ce sont les meilleurs produits, d'après toi? Et oui, pourquoi consommer bio plutôt qu'autre chose? Bon, il y a deux aspects pour moi. Il y a l'aspect déjà personnel, à savoir, ça a été quand même montré dans des enquêtes ou des instituts qui ont fait des analyses sur les produits et qui déterminent qu'il y a moins de résidus de produits dangereux sur les produits, et notamment sur les fruits et légumes, mais pas que. Mais surtout, quand on achète bio, on encourage des producteurs et toute une filière en fait qui engendre moins de nocivité dans l'environnement en général, et notamment pour la biodiversité. Et en fait, la biodiversité, c'est un truc très vaste. On peut mettre tout ce qu'on veut derrière, mais je pense que déjà on s'aperçoit que il y a moins d'insectes, par exemple. Il y a moins d'insectes, et ça a été amené par des études assez récentes, notamment en Allemagne, où le constat c'est que il y a beaucoup moins d'insectes qu'il y a une trentaine d'années, et la cause est en grande partie due à l'utilisation de produits insecticides, tout simplement. Bien sûr. Donc après, c'est toute la chaîne alimentaire qui est impactée, et voilà, c'est peut-être mon côté écolo qui ressort quand je dis ça, mais pour moi c'est super important, parce que quand on commence à perturber un des maillons de la chaîne, tout se perturbe, quoi. C'est les oiseaux qui sont impactés derrière, les hirondelles sont revenues cette année. Ah, mais quel plaisir, mais c'était pas évident au printemps, je trouvais qu'elles arrivaient pas, tardivement. Bon, elles sont arrivées, elles sont là. Elles vont bientôt repartir, d'ailleurs. On est privilégiés, parce qu'on a des légumes bio à proximité. Alors, effectivement, c'est peut-être un aspect dont j'ai pas parlé, mais c'est des légumes qui ont du goût, quoi. La fraîcheur, du goût. Parce que la façon dont ils sont cultivés et le choix des variétés utilisées. Mais je mange pas que des légumes non plus. Mais les légumes ont du goût, effectivement. C'est même pas qu'ils aient plus. Après, le goût, c'est aussi la façon de cuisiner, bien sûr, la façon dont on se nourrit, donc le choix des ingrédients, mais aussi cuisiner, c'est un bien grand mot, cuisiner, mais faire son plat soi-même. Se préparer à manger, quoi. C'est du basique, c'est peut-être un peu bête de dire ça, mais c'est tellement facile pour beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le temps d'acheter des plats tout faits, quoi. Mais ceci dit, ça m'arrive aussi. Il y a un distributeur de pizza à Bretonçelle et des fois ça dépanne. Évidemment. On est tous pareils. Je pense qu'aujourd'hui on est plutôt bien informé, où on a les moyens de s'informer déjà. On a les moyens de s'informer.
sur la difficulté de la conversion en bio, qui est une période un petit peu critique. Qui prend du temps, c'est ça Ça prend du temps, mais c'est critique dans le sens où on doit apprendre et adapter la méthode à son territoire, à la ferme. Et c'est ça qui est aussi passionnant, c'est qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette, quoi. Contrairement au conventionnel où la recette, on la connaît. Là, il n'y a pas de recette, quoi. C'est toi qui dois trouver ta recette. Tu dois voir, j'imagine, des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, des gens qui cherchent à s'installer en bio. Qu'est-ce que tu leur dis ? Tu leur dis allez-y, tu leur dis c'est de la folie. Je leur dis déjà prends le temps de maturer ton projet parce que le risque d'échec n'est jamais écarté. Donc prends le temps de. Bon, il y a toujours évidemment l'aspect financier qui est fondamental, hein, mais prendre le temps de savoir quel modèle économique suivre. Est-ce que c'est produits valorisés directement ou est-ce qu'on rentre dans une filière qui va valoriser le produit avec une transformation, etc. Oui, je pense que c'est ça le seul conseil que je donnerais. Bon, c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender. C'est difficile de se dire je vais faire que des cultures qui vont être adaptées à des étés très chauds, quoi. Ouais. Et du coup, comment on se prémunit de ça ? Comment on se prépare à ça ? Comment tu fais toi ? Oui, comment je fais moi ? Parce qu'il y a plein de façons de réagir. Hein. Il y en a qui se disent il faut arroser. Ouais. Il va faire chaud, on va arroser. Tu vois ? Donc là, on retombe dans le débat d'où vient l'eau, etc. Non, il faut essayer de cultiver des cultures qui soient bien valorisées déjà d'un point de vue économique, c'est-à-dire dont il y a on peut vivre. Oui, voilà, c'est ça. Et puis qui soient adaptées, je pense du tournesol plutôt que du maïs, par exemple. Enfin, ça c'est un basique, mais des céréales d'hiver, on n'est pas trop impacté. Encore que il faut plutôt certainement privilégier des variétés un petit peu plus hâtives à la fin que des variétés qui seraient plus tardives et plus productives. Voilà, plutôt. Bon, ça c'est un choix, c'est des choix techniques de prévention. Et ça s'anticipe. Ouais, ça s'anticipe, mais c'est pas évident. Hein, c'est un vrai défi qui se présente à nous. C'est même un pari, parce que c'est ça sur l'année d'après, quoi, pas sur la saison. Oui, c'est pas évident de tout prévenir. Je sais que les éleveurs cette année sont contents, il y a eu de l'herbe, tout se passe bien, mais c'est toujours la crainte, arrivé le mois de mars, mais est-ce qu'on va avoir de l'herbe cette année? Et s'il y en a pas, comment on fait? Donc le céréalier, lui, il va moins vendre, mais l'éleveur, lui, comment il va faire pour nourrir ses bêtes? Il va acheter, il aura pas les moyens d'acheter, etc. C'est compliqué, voilà, c'est. Il y a des méthodes, c'est pas des méthodes universelles, c'est pas des méthodes qui seront peut-être qui vont tout résoudre, mais par exemple le choix de cultures temporaires à base de légumineuses sera bien souvent plus judicieux que de faire une culture de maïs qui va vraiment demander de l'eau l'été. D'accord. Alors qu'une légumineuse temporaire comme une luzerne, par exemple, elle subit moins elle va chercher l'eau plus en profondeur. Okay. Elle n'est pas gênée par la chaleur. D'accord. Une prairie, dès qu'il fait, je sais plus de 28-30 degrés, elle s'arrête de pousser. Et s'il n'y a pas d'eau, elle grille. Ouais. Voilà, c'est des choses comme ça, mais c'est pas forcément adapté à tous les terroirs aussi. Oui, bien sûr. Ok. Mais voilà, il faut, oui, je pense que tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'on va. Enfin, j'espère que tout le monde se pose la question. C'est un métier où on apprend tout le temps en fait. J'ai l'impression que c'est un métier d'humilité, quoi. On maîtrise vraiment pas tout. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une part d'imprévisible.
Il faut faire avec plein d'éléments. Alors ça, c'est sûr, tout le monde le partage. Par contre, tout le monde ne répond pas à cette question de la même façon. Quand tu prenais l'histoire de l'eau sur les cultures, donc tu peux avoir une méthode dose qui consiste à dire je vais essayer de faire en sorte que mes cultures soient moins gourmandes en eau. Et tu peux réagir en disant je garde la même culture et j'arrose, j'irrigue. Mais voilà, il y a des moyens différents. Sur une même problématique, on peut avoir des réactions différentes. Ouais. Tu as parlé de ton podcast, Chant Libre, tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que tu cherches à faire avec ce podcast ? Comment t'es venue l'idée ? L'idée, c'est de partager, d'essayer de faire partager un savoir sur mon métier déjà, sur la dynamique qui est engendrée depuis de nombreuses années, à savoir des productions transformées et vendues en direct. Bon, ça a toujours existé, évidemment, c'était un petit peu amoindri il y a une trentaine d'années, et donc de le partager aussi, de faire comprendre quelles sont les difficultés du monde agricole et pourquoi on fait pas tous pareil. Et puis, je pense aussi, au final, de susciter des vocations. Pourquoi pas ? Là, je suis un peu rêveur, mais... Alors, j'aimerais qu'on parle de ce territoire que tu connais bien. Tu disais tout à l'heure que tu savais pas trop si Digny était dans le Perche. On va pas chipoter. Je crois que ça l'est. Qu'est-ce que tu aimes sur ce territoire, toi qui le connais quand même super bien. Sur Bretoncelle, par exemple, les vallées, la rivière, la forêt, voilà, il y a quand même une belle diversité. Le bâti est chouette. La proximité de la région parisienne, ça peut être un inconvénient parfois, mais c'est quand même, je pense, malgré tout, un sacré avantage, parce que il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui font vivre l'économie parce qu'il y a un pouvoir d'achat supérieur. Et qui parfois s'y installent, ou leurs enfants s'y installent. Enfin voilà, et puis ça fait bouger aussi les gens, quoi. Je connais bien des exemples où les gens apportent leur contribution, voire créent une activité qui n'existait pas. Ou bien sûr, oui, il faut que le territoire reste ouvert. Enfin ça, c'est évident, mais. Oui, c'est en quelques mots, voilà. Okay. Moi, je m'y sens bien, quoi. J'ai pas d'autres éléments. Tu l'as vu beaucoup changer, toi, ce territoire ? On a l'impression qu'il reste une magnifique carte postale, à la fois en paysage et même en économiquement, par exemple, parce que tu l'as vu beaucoup bouger, toi. Pas énormément, mais je pense que une génération avant, la génération de mes parents, oui, ils ont vu se bouger les haies qui ont été arrachées juste dans les années 50-60, le paysage a changé quand même beaucoup. La grande culture qui a commencé à être fort présente. Je dis ça, je suis céréalier, mais voilà, ça a modifié beaucoup. Après. On sait pourquoi ça a été fait, et ça a peut-être été un petit peu trop loin, mais ça continue encore. Il y a plus beaucoup d'arbres il y a un petit peu d'arbres qui sont plantés, mais pas énormément. Et que je comprenne, les haies ont été arrachées pour faciliter la mécanisation, c'est ça ? Oui, grosso modo, c'est ça. Pour faciliter le travail, quoi, en gros. Ouais, l'arrivée de la mécanisation a fait que... On avait besoin de grands espaces, quoi. Ouais. Ouais, et puis l'élevage laitier aussi, qui n'est pas disparu, mais qui a fortement diminué. Je sais plus combien il y avait de fermes laitières à Bretoncelle, mais il y a rien qu'ici, c'était une ferme laitière, mais il y a bien longtemps, quoi. Ouais. Ça a dû terminer, je pense, juste dans les années 50, quoi. Il y a toujours de nombreux commerces à Bretoncelle. Étonnamment, que ça va continuer. Ouais. Il y a la dynamique de moulins de haute planche où des gens viennent en résidence pour une activité artistique ou artisanale. Voilà, il y a des spectacles, il y a des choses. Sinon, ça reste le milieu rural, mais avec une dynamique de proximité quand même.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Non, mais de rester serein, parce que parfois je suis un peu énervé par rapport à tout ce qui se passe autour de moi et ça va moi, j'ai du mal à écouter les infos générales quoi. Donc rester serein et de continuer à être un acteur tout simplement de l'environnement et de la biodiversité quoi. Merci Christophe. Merci Amélie. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Chant Libre, le podcast de Christophe, est produit par mes amis des podcasts du Perche et accessible sur les principales applications d'écoute. Si vous aimez Perchissime, c'est le moment de le faire savoir en invitant tous vos voisins à s'y abonner en allant sur perchissime.fr et à suivre son actualité sur Facebook ou sur Instagram. Merci pour votre écoute et à très bientôt.